Merci beaucoup. Et vous me permettez donc, malheureusement donc, de ne pouvoir parler qu'en français. C'est juste parce que je n'ai pas l'habitude de parler en arabe, mais je connais très bien donc l'arabe, mais je n'ai malheureusement pas sa pratique. Alors, par rapport à ce que j'ai pensé donc, vous dire aujourd'hui, j'avoue quand l'invitation m'a été donc, proposée, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais donc proposer dans le cadre d'une réunion qui est beaucoup plus tournée vers des études historiques, alors que moi je suis dans la littérature. Alors la première idée qui m'était venue, c'est le fait que une faculté de lettres et sciences humaines, c'est à la fois de la littérature et donc de l'histoire, donc il y a déjà un temps. Mais par-delà donc ce côté pédagogique, donc et scientifique, est-ce qu'il n'y a pas d'autre finalement temps entre l'histoire donc et la littérature? Alors la première des choses qui m'est venue, c'est que les deux n'ont rien en commun et pratiquement s'excluent. Et quand je dis rien en commun, ça veut dire, si j'utilise une métaphore, c'est un peu comme le rapport entre le père donc, et le fils. Donc les deux s'excluent, mais il n'y a jamais de père sans le fils. Et le fils aussi présuppose un père, mais lui-même aussi sera un père qui va être surpassé par un fils. Et ainsi se fait ce qu'on appelle donc l'histoire. Et donc, forcément, il y a un lien. Alors ce lien, bien sûr, donc c'est un lien qui est narratif, et la narration utilise bien sûr le langage, et le langage c'est déjà en fait une métaphore, donc c'est pas quelque chose d'évident dans la réalité donc humaine, c'est quelque chose qui est posé, et donc le langage nous met d'emblée aussi dans l'imaginaire, et l'imaginaire c'est le seul moyen donc qu'a l'homme évidemment d'interpréter donc le monde, donc malgré notre biologie à 5 sens, qui nous permet justement de parler et d'écouter, reste que c'est par donc l'imagination qu'on intervient sur donc, le monde. Donc un monde qui, bien sûr, continue à poser un problème, puisque selon les philosophes, tout ce qu'on sait donc, du monde, c'est tout simplement l'effet de notre propre interprétation. Donc nous sommes beaucoup plus dans une sorte d'illusion, donc une réalité finalement évidente. Et donc là, le problème se dédouble, donc non seulement par la narration, mais par donc, ce que l'homme n'arrive pas au fait à saisir, soit un mystère. Et justement, c'est ce mystère qu'à la fois la littérature et l'histoire cherchaient, bien sûr, à saisir et à connaître. Et donc, moi, je vais donc, vous en parler un petit peu à travers donc, la littérature, sauf que, au lieu de faire un discours qui sera beaucoup plus théorique, moi, je préfère donc, vous inviter à une espèce donc, de voyage dans la littérature. Alors, c'est ce voyage même que font d'ailleurs les historiens, et même donc les littéraires, aussi dans la mémoire, mais aussi dans la réalité, donc ce culturel. Et en vous invitant donc à faire donc, un voyage, donc ce voyage donc, à travers la littérature, et plus précisément sur des livres qui portent la connotation vie, la vie de l'auteur, avec absolument toute une variation dans la considération ou la qualification. Parce que ça va de la biographie à l'autobiographie, en passant par ce qu'on appelle le récit autobiographique ou le roman autobiographique, et parfois même donc une autobiographie, par exemple le posthume, ce qui pose d'ailleurs un vrai, bien sûr, d'un problème. Alors généralement, donc on a tendance à confondre en fait la narration quand il s'agit de parler de la vie, donc avec absolument donc la triple identité, soit l'auteur qui est en même temps le narrateur et parfois même donc le personnage. Donc cette unité, il est au fait, il est supposé, donc il n'est pas réel. Pourquoi il n'est pas réel? Parce que généralement les auteurs partent d'une espèce de pacte, un contrat de lecture avec le lecteur pour confirmer que tout ce qui allait finalement advenir dans un texte ne sera donc que de la vérité autour justement donc de la norme qui est donc lui-même donc l'auteur. Alors à ce point, moi j'ai relevé en tant que lecteur donc trois
donc 3 moments donc, sont des pauses donc, de réflexion. Alors le premier, c'est juste un postulat. Donc on part du fait que dans une narration biographique, autobiographique, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a le caractère autobiographique, c'est-à-dire il y a comme une espèce de vérité donc, sur la vie donc, de l'auteur. Et dans un deuxième temps, donc une deuxième pause, donc cette vie, il est juste raconté. Et donc en racontant, là évidemment, on est beaucoup plus dans la ruse, mais jamais, ou en tout cas moins, dans la vérité ou l'histoire. Donc c'est ce que moi j'ai appelé donc, les stratégies donc, littéraires, ou alors les paradoxes. Parce que ce deuxième point va permettre justement de voir combien ce qui a été postulé au départ, ou promis, n'arrive pas finalement à se concrétiser. Et donc on en déduit finalement autre chose, et là j'arrive au troisième point, à savoir, donc dans une biographie ou autobiographie, il y a toujours, et presque essentiellement, et principalement, donc des idées philosophiques et politiques. Et à ce point-là, donc si on fait donc, le lien avec absolument le premier point donc, de départ, on va trouver au fait qu'on est très loin finalement, donc de rencontrer essentiellement quelque chose donc, de la vie donc, de l'auteur. Et par conséquent, il faut inviter une nouvelle finalement approche, donc une nouvelle manière de considération. C'est ce que je vais dire dans un deuxième temps, à savoir donc faire appel donc à la psychanalyse pour relire donc ces textes, donc les réactualiser donc sur la base que si la narration donc a pour point essentiel tout simplement bien quoi? Eh bien, la recherche de la vérité. Maintenant, la vérité de qui? Est-ce que exactement comme ce qu'on a tendance, au fait, c'est la critique qui considère les choses comme ça, que le jeu de la narration, c'est aussi le jeu donc, de l'auteur, cette identité n'est pas évidente, donc n'est pas possible. Pourquoi il n'est pas possible? Parce que le sujet parlant, donc il est au fait à la recherche de lui-même. Donc s'il est à la recherche de lui-même, c'est comme si lui-même n'est pas encore. Donc c'est quelqu'un qui va advenir à travers finalement donc la narration. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce qu'on finalement retient? Alors malheureusement pas ce jeu qui est à la recherche de lui-même, mais tout simplement une interrogation. Alors cette interrogation, c'est ce qu'on retrouve pratiquement dans tous les champs de la pensée humaine. Donc à savoir les permanents de la philosophie, ça veut dire l'homme, il est qui? Et d'où il vient? Donc c'est pas la peine de poser la troisième question, où il va, mais d'abord, donc d'où venons-nous et donc qui sommes-nous? Donc là, on est pratiquement dans la mythologie, puisque les mythes, notamment les mythes grecs, et essentiellement le mythe d'Oedipe, donc tourne autour qui suis-je? Et justement, faisant référence par exemple au mythe d'Oedipe, on comprend très bien qu'à la fin, si Oedipe s'était donc aveuglé, c'est tout simplement pour dire au fait qu'il a beau chercher donc qui il est, mais il a fini par savoir qu'il ne sait pas qui il est. Parce que s'il est roi, s'il est héros, s'il est impair, comment se fait-il justement donc il a commis beaucoup d'erreurs? Et donc par conséquent, il n'est pas réellement donc le héros. Et donc du coup, donc intervient finalement dans la lecture donc psychanalytique cette idée donc de chercher, mais comment se fait-il que dans un rapport humain, un conflit entre un père et un fils, il y a l'idée donc d'être finalement un héros. D'ailleurs, s'il n'y a pas le conflit, il n'y aura pas lieu donc d'être héros. Alors maintenant, comment peut-on être héros et pourquoi? Donc c'est ce que donc là on va voir avec absolument donc la lecture psychanalytique. Donc là je reviens à mes propos pour les illustrer d'une manière donc beaucoup plus précise, et je vous invite par exemple donc à lire avec moi Montaigne. Alors Montaigne, c'est le XVIe siècle et il a fait un ouvrage excellent qui s'appelle d'ailleurs Les Essais.
Et donc une bonne partie, c'est en fait la vie donc, de ce philosophe. Sauf que l'appellation essai donc, ne contient pas, par exemple, biographie ou autobiographie. Et pourtant, il y a un caractère autobiographique donc nécessaire. Alors pourquoi essai? Parce que nous sommes évidemment au XVIe siècle, donc c'est l'époque de la Renaissance. Donc la littérature, elle est encore naissante, hein, il n'est pas encore bien définie, en tout cas il n'y a pas encore réellement donc, les règles, et encore moins la division en genres, et donc l'auteur ne pouvait pas se permettre à l'époque l'appellation autobiographie. Et pourtant il y avait déjà un genre, notamment la géographie ou la biographie, qui portait sur les grands du monde, donc les rois, les grands, par exemple, militaires, ou les saints, ou les gens donc, de l'Église. Alors lui, il l'a évité justement pour montrer que d'une part, parce qu'il y avait à l'époque la dominance, évidemment, de la vérité, de la valeur parole divine, mais en même temps, c'est la naissance justement du rationalisme, et donc les idées nouvelles, donc qui remettent en question finalement l'importance des religieux, et en cours, et prenons en considération tout cela, Montaigne a préféré appeler justement son ouvrage essai. Alors dans cet ouvrage, sur le plan de son caractère autobiographique, Montaigne, qu'est-ce qu'il dit? Alors voilà, c'est ce qu'il dit. Alors vous permettez que je lise. Alors il dit, alors que l'objet, c'est à la fois l'homme qui est lui-même, mais l'homme d'une manière générale. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'écris car c'est moi que je peins. Donc là, allusion directe finalement à la vie de l'auteur. Et puis plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est ici un livre de bonne foi. On ne sait pas réellement ce que c'est un livre de bonne foi, parce que tout livre contient ou comporte, bien sûr, une part, évidemment, de l'invention, pour ne pas dire de mensonge. Et déjà que le langage, d'ailleurs, en général, il porte beaucoup aussi, justement, de mensonges. Et puis il continue, et il t'avertit, donc là il s'adresse au lecteur, dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune fin, c'est-à-dire aucune finalité autre, que domestique et privé. C'est-à-dire qu'il est là, et il nous dit, il va parler tout simplement de ce qui est intime. Sauf que il en a fait un livre. Alors de l'intimité, un livre qui sera lu et public, d'ailleurs, une contradiction. Donc c'est ce que moi j'appelle finalement l'illusion en fait autobiographique. Donc il n'y a pas réellement d'autobiographie. Alors ces réflexions évidemment qui portent sur la vie de l'auteur comportent une bonne part qui se porte sur autre chose, parce que dans ce livre on parle beaucoup finalement par exemple des livres, des médecines, des auteurs, de la philosophie, au fait de la vie générale, même les choses les plus futiles, les choses les plus importantes qui se rapportent à la religion. Donc il y a pêle-mêle finalement un mélange, au point que la question qui se pose, où est la part finalement de l'histoire ou de l'historique, où est la part évidemment de l'imaginaire. Nous nous sommes déjà confrontés à ce genre de difficultés. Et par rapport finalement à l'essentiel, même s'il y a ce caractère bien sûr autobiographique, il y a la grande question finalement qui porte sur la nature de l'homme. L'homme, qui est-il? Donc si finalement le propos de livre, c'est l'homme qui est-il, on s'imagine qu'on est loin finalement de la possibilité qu'un pauvre auteur qui est au fait un homme, mais un homme finalement qui ne se connaît pas en tant que lui est, mais en tant que l'homme finalement est dans la vie. Et donc cette double difficulté souligne tout simplement que ce livre, il est loin au fait d'être une autobiographie, mais beaucoup plus il y a une grande interrogation philosophique sur absolument l'homme, mais l'homme dans son temps. Et là il y a encore la dimension bien sûr politique. Et on connaît très bien l'époque, ces conflits religion politique. Et puis je vous invite encore à sauter de siècle pour arriver au XVIIIe siècle avec encore un philosophe
qui est Jean-Jacques Rousseau, dans son fameux finalement livre qui s'appelle Les Confessions. Donc là, le titre, il est relativement, je dis relativement, un petit peu précis, puisqu'il s'agit donc de confessions. Les confessions, bien sûr, ici, a une connotation politique, religieuse d'abord, essentiellement. C'est quelqu'un qui va dire ses péchés, donc là, c'est une première, alors que l'on sait très bien que l'époque, c'est la philosophie des Lumières, et à l'époque, c'est la remise en question, essentiellement, du religieux, des politiques et du social. Mais comment se fait-il en même temps que quelqu'un qui soit philosophe et de la taille finalement de quelqu'un qui remet en question finalement donc le soubassement donc de la réalité humaine, en même temps accepte donc de se confesser. Sauf que religieusement, quelqu'un qui se confesse, c'est quelqu'un qui se retire dans le confessoir. Donc il parle avec absolument un représentant de l'Église. Alors que ici, c'est quelqu'un finalement qui parle au public. Donc il n'y a plus rien de secret, de caché, de préservé. Et donc là, on comprend finalement que l'on est loin au fait de la confession. En plus, Rousseau, bien sûr, quand il parle au fait de lui-même, et il est au fait très orgueilleux, puisque voilà ce qu'il dit. Et s'il est orgueilleux, finalement, il ne peut pas être religieux, encore moins se confesser. Et voilà ce qu'il dit. Donc, je vous lis un fragment. Je forme une entreprise. C'est-à-dire, il parle du projet de son livre, qui n'eut jamais d'exemple. Donc là, c'est une première. Alors, il est vrai qu'aux yeux des critiques, les confessions, c'est le fondement même de ce qu'on appelle le genre moderne autobiographique. Et c'est pourquoi peut-être lui il le confirme comme ça, ni jamais d'exemple, et dans l'exécution n'aura point d'imitateur, je veux montrer, là, il souligne, donc à mes semblables, un homme dans toute la vérité. Sauf, est-ce que c'est possible? Bien sûr, voilà. De la nature. Et cet homme, ce sera moi. Vis-à-vis de Dieu. Et puis il continue, voilà ce que j'ai fait. Là il raconte, là il se confesse. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Alors on ne sait pas si un homme, s'il est possible à un homme de dire, voilà ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait finalement, c'est tout ce qui est au fait dans le passé. Est-ce que le passé donc revient dans le présent? Je ne pense pas. En tout cas, il ne revient pas comme il a été vécu. Donc, mais il peut être recréé. En tout cas, la dimension temps, ici, donc partage et éloigne et divise, et pose bien sûr le problème donc, de la vérité. Et donc, il continue, donc je lis, alors, ce que j'ai pensé, ce que je fus, j'ai dit le bien et le mal. Alors, si un homme peut dire le bien et le mal, c'est qu'il est au fait un Dieu. Mais s'il est un homme, il est déchiré entre absolument les deux. Ça fait finalement ce fameux âne qui à la fois a faim et a soif. Et s'il mange, il va avoir soif. S'il boit, il va avoir faim. Et il a fini finalement par mourir. Donc c'est ça en fait donc la morale. Et puis il continue encore. Et là, je n'ai rien dit de mauvais, rien ajouté de bon. Alors, est-ce que l'homme est capable de ne pas tricher, de ne pas modifier? Je ne pense pas. Donc, non seulement que c'est question donc, de temps, c'est question aussi de langage, mais c'est aussi question d'attitude et de disposition vis-à-vis de tout, et notamment du langage. Est-ce que le langage donc, permet de dire tout? Je ne pense pas, puisqu'il y a déjà donc, une espèce d'interdit donc, sémantique au-dedans finalement du langage qui fait que le langage ne peut pas être à même de permettre à l'homme justement de te dire, et surtout de dire absolument donc, le mal. Donc je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Il m'est arrivé, et là c'est important, là c'est une tournure, il m'est arrivé d'employer quelques ornements, c'est-à-dire quelques ajustements, quelques modifications. Ornements indifférents. Exact.
ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. Donc là, si confession il y a, c'est pas une confession dans le sens religieux, mais dans le sens finalement de la narration. C'est quelqu'un qui se trouve face à une difficulté de narrer avec justesse, avec absolument vérité, donc tout son passé. Alors, j'ai pu supposer, donc là on est dans la supposition, donc là on n'est pas dans l'ordre de l'écriture avec absolument une franchise, un pouvoir, etc. Ce que je savais avoir pu donc l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus. Donc est-ce que c'est possible? Évidemment, bien sûr que non, mais peut-être que des points de vue d'un philosophe, ça n'est pas vraiment donc étonnant, mais nous ça nous étonne, étant donné que l'on sait ce que c'est que finalement la mémoire. Donc Freud fait une grande différence entre ce qu'on appelle donc la mémoire et les souvenirs. Donc la mémoire, ce n'est pas un ustensile où les choses sont stockées. La mémoire fonctionne finalement dans sa dépendance avec absolument donc ce qui gère la structure réelle finalement du sujet, à savoir son inconscient. Et l'inconscient donc obéit à une autre logique qui a sa façon donc à elle finalement d'organiser finalement donc les événements. Et donc même si finalement donc on se souvient, malheureusement on ne se rappelle pas. Donc là c'est des nuances finalement dans le vocabulaire, mais ce sont en fait des réalités justement dans le drame qu'a l'homme donc pour absolument donc revenir sur son passé. Et donc là, il y a tellement de contradictions qui montrent qu'en fait, ça n'est pas possible finalement de se confesser et d'organiser donc une biographie ou une autobiographie. Et donc là, on arrive finalement à l'aspect au fait qui domine, mais qui reste donc caché, à savoir que tout ce que veut dire finalement Rousseau, c'est absolument la chute de l'homme. Et là, il rappelle absolument les trois grands mythes par lesquels est passée, bien sûr, la réalité de l'homme, c'est-à-dire sa présence sur Terre. C'est que l'homme, il a raté finalement donc, le premier mythe qui est tout simplement la bonté et l'innocence. Et puis le deuxième finalement mythe, c'est absolument l'âge d'or, ça veut dire l'homme, il était à l'abri finalement du drame, le voilà maintenant, donc tiré du bien pour être mis au contact avec bien sûr donc le mal. Et le troisième bien sûr mythe, c'est que tout simplement l'homme il a perdu sa nature et donc se pose donc la question finalement de la société, puisque l'être n'est plus finalement un être naturel, mais un être plus exactement donc social, et ce n'est plus finalement donc le même homme. Alors je continue avec donc un troisième donc, exemple donc, pris dans la fin du 19e donc, siècle avec un auteur qui s'appelle Jules Renard dans un petit ouvrage qui s'appelle Poil de carotte. Alors Poil de carotte justement c'est beaucoup plus un roman, mais un roman autobiographique. Alors dans ce roman, le côté autobiographique, c'est que tout simplement, on peut considérer que Poil de carotte, le personnage, c'est un peu donc l'auteur. Je dis bien un peu, pourquoi? Parce que l'auteur raconte quelque part dans une page finalement critique qu'effectivement il avait une mère, donc il avait un peu délaissé et maltraité. Et il est vrai que Poil de carotte, c'est un garçon qui a été le souffre-douleur de sa mère. Sa mère était tellement méchante, donc il n'a fait que l'humilier. Donc il n'a jamais été absolument donc un garçon donc aimé. Donc là, il y a peu de rapport finalement entre le personnage donc, et l'auteur. Donc là, il y a juste un aspect de la vie donc, de l'auteur qui est ici, au fait, traité d'une manière littéraire. Mais de là, donc à confondre les deux, c'est absolument, bien sûr, un risque bien sûr, donc énorme. Alors, concernant donc les stratégies, dans ce roman, ils sont très, franchement, donc très pauvres. Et j'en donne pour preuve le fait que l'auteur lui-même n'a jamais considéré donc, ce roman comme étant une autobiographie.
Et d'ailleurs, c'est un roman composé de 49 donc, chapitres. C'est beaucoup plus finalement une structure qui rappelle la nouvelle que finalement autre chose. Peut-être même pas donc le roman. Alors je ne sais pas comment les critiques considèrent cet ouvrage comme étant un roman autobiographique, alors qu'il ne l'est pas. Alors le troisième finalement donc, aspect qui caractérise donc, cette œuvre, c'est que derrière, l'auteur voulait tout simplement mettre à bas la manière dont l'enfant a été considéré. Et il est vrai que dans l'histoire de la sociologie finalement des hommes, donc jusqu'à la fin du 19e siècle, l'enfant n'était pas encore donc, objet de considération. On commence à parler de l'enfance, mais pas de l'enfant, il y a une grande différence. Et donc c'est encore timide. Voilà pourquoi donc, cet auteur était un peu presque un pionnier, et il a voulu montrer finalement le mal-aimé justement donc d'un garçon. Et ce mal-aimé n'est pas que celui finalement donc des personnages principaux, mais c'est celui finalement de tout enfant. Et donc là, on sort justement des caractères autobiographiques pour tomber tout simplement dans ce qu'on appelle donc un roman de l'enfance. Donc ce n'est pas évidemment une autobiographie. Alors, je passe donc au début donc, du XXe siècle. Et on va voir absolument l'autobiographie avec absolument quelqu'un qui n'est pas philosophe, mais qui est vraiment un grand homme de lettres. Il s'agit d'André Gide. Et dans son donc, récit autobiographique extraordinaire, Si le grain ne meurt. Donc déjà le titre, il est absolument extraordinaire et montre un petit peu les limites justement donc, du récit, pourtant la caractéristique autobiographie. Puisque ici on fait allusion beaucoup plus à un vers donc, de la Bible. Il s'agit donc de Jean qui parlait donc que si le grain finalement tombait et meurt, le grain va produire finalement des fruits. Mais si le grain finalement reste dans la vie, il va perdre finalement donc la vie. Donc ça veut dire celui qui accepte de faire le sacrifice et donc de quitter la vie produira d'assez finalement et beaucoup de vie, mais celui qui s'accroche finalement à la vie, donc il va perdre au fait la vie en tant que la vie, c'est la vie au fait éternelle. C'est celle qu'on ne gagne pas ici, mais dans finalement un au-delà. Alors dans ce récit, qui n'est pas en fait un roman ou finalement une biographie ou une autobiographie, donc il y a ce côté finalement réel de l'autobiographie, puisque l'auteur disait, d'abord il parlait de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Je sais du reste le tort que je me fais en racontant ceci. Donc ce qu'il va raconter, donc pour ceux qui connaissent donc, le livre, dans la première partie c'est un peu son enfance, l'évolution de la famille, ses confrontations bien sûr avec sa famille catholique. Mais le deuxième, finalement, la deuxième partie est beaucoup plus importante, puisqu'il va parler finalement donc, de son désir et de son désir sexuel, et plus précisément de son désir d'homosexuel. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire finalement donc, de la littérature, donc un homme accepte justement de parler de son homosexualité, chose que même plus tard un Barthes ou un Foucault n'ont pas pu évidemment donc faire. Donc c'est pourquoi il dit « le tort que je me fais en racontant ceci ». Et puis il continue « mais mon récit n'a raison d'être que véridique ». Là, oui, absolument. Donc là, il dit au lecteur qu'il va dire au fait la vérité. Sauf comme toujours, est-ce que c'est possible? Quelles en sont les limites? Mettons que c'est par pénitence que je l'écris. Donc là, la deuxième phrase remet en question finalement le postulé du départ de la vérité. Parce que là, il est dans la contrainte au fait de dire. Alors de dire à la fois, non pas pour dire le péché, mais en même temps pour gagner le pardon. C'est ce que veut dire finalement donc la phrase. Et puis il continue pour dire, je me souviens très bien. Donc là, il est qualificatif. Est-ce que l'on est capable de se souvenir donc très bien? Je m'en souviens d'autant mieux. Donc là, il y a une surenchère dans la manière finalement de se donner absolument de la carapace et du courage pour dire au fait donc la vérité. Et là,
qu'est-ce qu'il va dire? Je naquis le 22 novembre 1869. Et puis, mes parents occupaient alors rue de Médicis un appartement au 4e ou 5e étage. Je revois, pourtant le balcon, je revois les dragons. Donc là, il n'est pas sûr. Donc du coup, comment est-ce qu'il peut dire la vérité? Et puis il ajoute à sa tâche innocent, où l'on voudrait que toute l'âme ne soit que transparence, tendresse et pureté, je ne revois en moi qu'ombre, laideur, sournoiserie. Déjà ici, ce qui est important, c'est l'ombre. Ben, l'ombre, c'est absolument l'équivalent de ces zones donc d'absence, de manque, ces trous qu'on a dans notre vie. Et donc, ce sont des morceaux de vie finalement qui nous échappent. Et peut-être que c'est là où il y a l'essentiel. En tout cas, donc le manque ici, il est important parce qu'il interroge. Non seulement pour voir pourquoi, mais qu'est-ce qu'il cache finalement au-dedans de ce qu'il ne lit pas. Donc c'est ce que l'on peut donc voir donc, après, lorsque j'aurai à revoir tout ça, donc à la lorgnière donc, de la psychanalyse. Alors l'auteur continue encore, alors voilà ce qu'il dit: je me refusais à jouer avec les autres enfants, l'autre fait que je veux relater est plus bizarre, donc il y a de la bizarrerie, donc il n'y a pas de la vérité. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Ma mère me l'a souvent raconté par la suite et son récit aide mon souvenir. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui tout en ayant pour objet donc lui-même, donc fait appel à quelqu'un qui n'est pas lui-même, qui est sa mère. Alors il est vrai que la mère fait l'enfant, mais évidemment il arrive que l'enfant évolue, et donc s'émancipe, s'éloigne. Et donc ce retour finalement à la mère, est-ce qu'il est capable, au fait, enfin à la mémoire de la mère, est-ce qu'il est à même de dire la vérité du sujet? C'est quand même un peu étonnant. Et puis il continue, je ne devais avoir guère plus de 4, 6 ans, 5 peut-être. Donc là, il y a finalement ce paradoxe qui revient. Et puis, il ajoute, une photographie de ce temps que je retrouve me représente. Donc là, il s'appuie sur une photographie. Donc, est-ce que on sait très bien que la photographie, c'est un instant. Donc, c'est une seconde. C'est pas finalement, donc réellement, donc la possibilité de saisir donc le sujet. Donc le saisir, il échappe. Là, c'est une représentation beaucoup plus donc esthétique. Donc, il n'est pas finalement dans le réel. Alors, j'augmente donc ce voyage donc, en m'arrêtant sur, par exemple, Simone de Beauvoir, dans son autobiographie, donc Mémoire d'une jeune fille, donc rangée. Et là, évidemment, le titre, c'est Mémoire. Donc là, il s'appuie sur donc, les mémoires. Est-ce que la mémoire, finalement, pourrait faire l'objet, finalement, d'une confiance? Ça n'est pas, évidemment, donc certain. Donc, parce que la mémoire, je le rappelle encore, c'est pas juste un espace de stockage. On sait très bien que la mémoire obéit absolument, tout simplement, à l'intérêt, c'est-à-dire à l'amour et au plaisir. Donc, si je trouve intérêt dans quelque chose, cette chose, même s'il date d'il y a 50 ans, donc, je pourrais encore finalement la revoir comme s'il datait de l'instant. Mais comme finalement ni le plaisir ni l'amour ne sont au-dedans de ce qu'on fait, puisqu'il y a beaucoup de contraintes dans la vie des hommes, on est loin finalement du compte. Et donc il ne faut pas trop compter donc, sur donc, la mémoire. Alors elle, sa mémoire lui permet d'aller de l'âge de 3 ans, 3 ans, il est vrai que d'un certain point de vue, notamment celui de la psychologie moderne, on est déjà en fait au commencement de l'homme presque fait, enfin presque, puisque c'est l'époque évidemment du fameux complexe donc d'Oedipe. Et puis il va jusqu'à 20 ans, donc jusqu'à l'âge pratiquement de la rébellion, de l'adolescence, et dans la vérité historique la concernant, c'est l'âge où il va connaître absolument donc Jean-Paul Sartre, qui sera son compagnon. Alors dans ses mémoires, donc qu'est-ce qu'elle dit? Et alors elle dit tout simplement qu'elle veut donc
se reconstruire. Pourquoi se reconstruire? Parce qu'il est né dans une famille bourgeoise, mais surtout très catholique, très puritaine, et on lui inflige finalement une éducation qui a fait d'elle une rebelle, parce qu'il a très vite compris que ses parents n'étaient pas si catholiques que ça. C'est ce qui va l'amener d'ailleurs à oublier évidemment donc la religion, à s'éloigner du catholicisme, et c'est là où il va dire à partir donc d'aujourd'hui, ayant vu finalement mes parents donc faire, je m'éloigne de la religion, et là qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se réfugier dans la littérature, et donc la littérature va devenir, c'est sa déclaration, sa religion, et donc déjà finalement dans ce point, et beaucoup plus finalement une philosophie au fait donc de vie, et parce que justement ce moment-là va lui insuffler l'idée qu'au fait il a une mission, et donc son livre il est beaucoup plus pour dire et déclarer finalement sa mission de pouvoir dire quelque chose pour aider bien sûr donc les hommes. Donc il a à sa charge le drame finalement de l'humanité entière. Donc il est vrai qu'il est déjà ici, bien sûr, existentialiste. Et donc cette volonté de se reconstruire, donc ce n'est pas par rapport à une entreprise donc autobiographique, mais c'est par rapport tout simplement donc, à une déclaration de combat, un combat finalement de liberté. Donc c'est une femme, c'est vrai, qui a été marquée par absolument sa libération. D'ailleurs, tous ses écrits donc montre et souligne comment est-ce que c'est une femme qui était bien sûr donc combattante. Et j'arrive évidemment à son compagnon avec son fameux évidemment livre autobiographique Les mots, donc un ouvrage évidemment donc de 1964. Alors les mots évidemment les mots ici l'auteur fait allusion aux deux parties qui sont écrire et évidemment donc lire. Mais justement, tout le drame donc, de Sartre, c'est absolument, c'est de lire et en même temps d'écrire, puisque quand il a lu, il a voulu écrire, et son grand-père, puisqu'il n'avait pas donc son père, il lui avait interdit justement d'écrire, parce qu'il lui a dit, ça n'est pas un bon métier pour toi et pour l'avenir, il faut abandonner, mais sur ce projet, donc il faut aller absolument donc ailleurs. Et ça a fait de lui quelqu'un qui va absolument donc entrer en conflit avec bien sûr le côté puritain donc de sa famille, et donc toute son éducation va être considérée comme une mascarade, et que lui-même était beaucoup plus un comédien, d'ailleurs il va le dire. Donc il a dit qu'au fait ma vie dans ma famille et mes rapports avec absolument l'ensemble de la famille était beaucoup plus finalement donc une comédie. Donc il voulait être absolument l'enfant roi, l'enfant choyé. Et d'ailleurs, c'est contre ça qu'il va donc se révéler, puisqu'il va dire, voilà ce qu'il va dire, ma vérité, mon caractère et mon nom étaient aux mains des adultes. Et il est vrai, et si on lit donc cette autobiographie, et là, c'est un côté extraordinaire chez Sartre, c'est que pour la première fois, un auteur qui commence à parler de sa vie avant même qu'il ne soit lui né. Il est dans la préhistoire absolument. Peut-être parce qu'il avait perdu son père donc très tôt, et donc il a voulu absolument donc voyager dans la lignée pour savoir qui était finalement son père. Il y a ça, mais il y a absolument autre chose sur laquelle je vais y revenir tout à l'heure. Et puis il continue, j'avais appris à me voir par les yeux, donc évidemment des adultes. J'étais un enfant, ce monstre qu'ils fabriquent avec leur regret. Et là, c'est très important, puisque cette phrase contient une grande dimension, me semble-t-il, donc psychanalytique, puisque selon donc, la psychanalyse donc, de Freud, le conflit entre le père donc, et le fils, c'est absolument le fait que le père regrette d'avoir finalement un fils, et que le fils a honte d'avoir ce père. Et justement, donc c'est ce conflit qui va faire dire à Freud qu'il y a ce qu'on appelle finalement une sorte de roman familial. Alors le roman familial voudrait dire tout simplement que dans
l'imagination de tous les enfants. C'est ce que Freud appelle la scène finalement, donc la scène primitive. Donc tous les enfants du monde, est-ce que c'est faux ou c'est réel? Là n'est pas le problème, ont toujours imaginé qu'un beau jour, donc ils ont entendu ou ils ont vu tout simplement l'économie sexuelle de leurs parents et absolument de l'invitation ou de l'un des parents ou d'un étranger. Et que ce finalement fait, réel ou faux, compose ce qu'on appelle donc les souvenirs. Et ces souvenirs justement, donc plus tard, l'enfant, il s'en rappelle et qu'est-ce qu'elle fait? Il les réinterprète. Et quand il les réinterprète sexuellement, en fonction justement de cette fameuse scène. Et justement, ces souvenirs vont se présenter comme étant, bien sûr, tout simplement de la narration. Alors maintenant, la narration de quoi? Bien sûr, la narration du désir du sujet, puisque c'est ce moment-là qui oriente sexuellement, bien sûr, donc les enfants en fonction du fondamental de l'objet, donc du désir. Et donc ces souvenirs, finalement, se recturent au fait le sujet, donc lui-même. Ce qui fait le sujet va se trouver avec absolument face à une grande, finalement, interrogation qui fait sa vérité. C'est quoi? C'est tout simplement, donc, celui qui est au-dedans de ce genre de souvenir, se pose donc la question, mais qui suis-je? Et dans le roman familial, il est clair que Freud donc, rappelle tout simplement donc, le fait que tout enfant a pour projet de devenir, bien sûr, homme. Sauf qu'il y a une condition. Il ne peut pas l'être sans tuer, bien sûr, donc son père. Ce qui fait que tous les enfants donc, désirent tuer donc, leur père. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, les enfants sont appelés donc, à faire un transfert sur absolument, bien sûr, un autre donc, père. Ce qui fait que l'enfant, il n'est plus naturel, donc il est plutôt donc, social. Et c'est cette transformation, justement, qui fait absolument que le souvenir devient récit. Et le récit se porte sur la vérité de se comprendre en tant que secret. Parce que si l'enfant cherche à tuer son père, c'est parce que justement, il ne sait pas qui il est. Et c'est cette grande interrogation qui a pour objet ce qu'on appelle le secret. Et le secret, donc, fait tout simplement, bien sûr, le récit. Il n'y a pas de récit qui ne comporte pas finalement, voilà, cette part d'ombre, cette part secrète. Et que fait finalement le héros? Donc, il est à la recherche, justement, de ses origines. Et donc, évidemment, ce sont donc, les origines donc, qui posent problème. Et là, on est absolument dans le fondamental, à savoir non seulement ces questions qui reviennent, donc, qui est l'homme, qui sommes-nous donc les hommes, mais d'abord, le sujet se dit, mais qui suis-je donc par rapport à ma famille, alors que dans mon désir, je suis absolument donc, sur un autre type de famille, et c'est là où il y a ce qu'on appelle, ce que en tout cas la psychanalyse appelle, la naissance du mythe du héros. Un héros n'est héros que parce que justement il doit donc surpasser bien sûr son père, et c'est finalement cela qui constitue donc l'objet donc du récit et donc de toute littérature. Alors malheureusement j'ai fait bref au moment où il fallait absolument m'étendre très longtemps.